Alors aujourd'hui, je n'ai pas l'objectif de vous présenter des résultats scientifiques sur une étude de corpus que j'aurais pris comme sujet dans la relation entre l'écrivain et les médias. J'ai plutôt la prétention de vous dévoiler les résultats d'une étude réflexive, flirtant, vous me le permettrez, avec la forme de l'essai philosophique et sociologique. Sachez du moins qu'à travers cette étude de pensée, je suis demeuré rigoureux et au plus près d'une recherche empirique, donc c'est d'actualité. Et là, je n'ai rien de visuel à part quelques livres à vous présenter, mais fiez-vous à ma prose, ça devrait bien aller, suivez ma pensée, on va passer à travers ma présentation, vous allez voir. Alors, s'interroger sur le rapport entre l'écrivain et les médias s'entreprend évidemment dans le contexte de l'évolutive omniprésence des interfaces numériques dans notre rapport à la diffusion des œuvres littéraires. Constamment en mouvement, le champ des médias nous impose une redéfinition constante de son objet et pour ce qui est là présentement, si je veux mettre la table pour qu'on s'entende avec ce que j'ai dans les médias, ce que j'entends par les médias, je me fie à ce que Nathalie Sonac et Jean Gabzevitch ont dit dans ce magnifique livre « L'industrie des médias à l'ère du numérique ». Je les cite. Le caractère multimédia de la culture numérique correspond à une association de textes, de sons et d'images dans une dématérialisation des contenus et une généralisation d'appareils nomades, ordinateurs, MP3, téléphones portables, tablettes numériques, le tout dans une unité de temps infinie. Je trouve qu'elle est très juste. De par cette mouvance, qu'on pourrait dire, de ce champ, en acceptant que les médias agissent en tant que technique de diffusion sur les autres champs sociologiques, nous questionnons ici l'influence médiatique sur la littérature et bien sûr de son producteur, l'écrivain. Mon approche au sein de ce rapport entre le produit médiatique, le livre dans sa publication dite traditionnelle, et la figure de l'écrivain se situe du point de vue de la valeur, de la visibilité qu'apportent les instances médiatiques. Cette valeur de la visibilité, nous la voyons comme un capital économique et symbolique que détient l'écrivain publié. Ce qui m'intéresse n'est pas le rapport intime entre les avancées de la technique et le processus créatif des écrivains en soi, comme supposons une poésie performance ou des choses comme ça, mais plutôt le rapport dans la publication, son dévoilement, c'est-à-dire sa mise en ligne ou sa relation de l'œuvre et de l'écrivain avec le monde, dans justement ce contexte des nouvelles médiatisations. Le point central de ce rapport de la production littéraire au monde médiatique, c'est le caractère problématique de la visibilité dans le contexte des discours critiques sur les œuvres. Et là, je mets de l'avant le discours critique, on va revenir, vous allez voir, je vais beaucoup parler de la critique, c'est probablement aussi la grosse partie de mon sujet. Mon approche est de nature sociologique dans la mesure où elle s'intéresse aux actions de force entre les différents acteurs qui agissent dès le moment de la parution jusqu'à la réception d'une œuvre littéraire. Il serait négligeable de ma part d'établir une discrimination entre les œuvres que nous appelons hypermédiatiques, issues des nouveaux médias, aux œuvres dites traditionnelles de la culture du livre. Nous en glisserons un mot dans la mesure d'une précoce analyse du développement de visibilité de ces œuvres numériques dans un contexte où la genèse de leur apparition dans le champ littéraire constitue une réalité presque concomitante, les auteurs faisant leur apparition, développant leur posture. Toutefois, la distance d'observation nécessaire se laisse peu à peu percevoir. Donc, c'est pour ça qu'on a des laboratoires comme NT2. Puis, en même temps, comment c'est visible, la visibilité de ces études concernant les œuvres hypermédiatiques à l'intérieur du milieu universitaire et à l'extérieur. Je veux dire, moi, je suis arrivé au cycle supérieur en découvrant en même temps NT2. Je ne connaissais pas ça durant mon bac. Donc, tu sais, comment articuler cette visibilité qui est présente, mais encore en développement? Le rapport de force sociologique s'articule particulièrement entre les acteurs des institutions médiatiques et les postures d'auteurs dans le champ littéraire. Bon, notons l'influence de mon approche avec la sociologie de Pierre Bourdieu et la théorie des champs. Mon discours est basé sur les travaux de la sociologue Nathalie Heineck, qui s'est fortement intéressée au milieu de l'art. Une des dernières hypothèses consiste à mettre en premier plan les effets de la visibilité
comme construction de la singularité à la fois des créateurs que toute personnalité publique. Son livre de la visibilité, excellence et singularité en régime médiatique, publié en 2012. Elle part du principe de la célébrité pour révéler une de ses composantes qui détient un pouvoir de détermination beaucoup plus élargi que le seul fait de devenir célèbre. Par un gain de notoriété, la visibilité se présente selon elle comme un critère déterminant d'homologation. Heineck se tient près d'une perspective alignant ses lignes d'horizon sur la médiatisation que subissent ceux et celles qui s'y exposent en vue de se légitimer, caractère nécessaire à l'artiste écrivain agissant dans son champ culturel. Nous voyons la visibilité comme un capital déterminant dans le rapport des forces à l'intérieur des champs. Il faut préciser la signification du terme de visibilité en s'accordant à la définition qu'emprunte Heineck au sociologue italien Andrea Briganti, à savoir une visibilité de type, je le cite, médiatique, où les sujets, ici les écrivains, sont isolés de leur contexte originel et projetés dans un autre contexte doté de sa logique et de ses règles spécifiques. Il faut comprendre ici que l'écrivain entreprend la voie de la médiation dans le champ des formes médiatiques pour que son œuvre soit reconnue du public, dans la mesure des règles qui régissent également le champ littéraire. Ce que nous appelons par valeur que possède cette visibilité, Heineck en souligne la dimension en disant qu'elle constitue une ressource, je la cite, mesurable, accumulable, transmissible, rapportant des intérêts et convertible. Ce sont des qualités qui se transposent aussi bien sur l'écrivain que sur tout autre créateur et même sur plusieurs objets de production culturelle eux-mêmes, comme le livre peut en quelque sorte détenir un capital de visibilité lorsque l'écrivain s'efface derrière ou en fait n'importe un objet d'art. Bref, beaucoup de choses, c'est un capital. Donc ça peut aller également sur une chose. Il faudrait définir aussi le concept de chose, parce qu'on n'entrera pas là-dedans. Ce concept de valeur allie la qualité symbolique, source de légitimité, à la qualité mercantile, source de revenus, en donnant de l'importance aux caractéristiques attribuables à la seconde qualité parce que souvent plus facilement mesurables. Pour revenir au point clé de mon étude, de ma réflexion, la critique légitime possède une influence sur le capital de visibilité comme source de valeur, à la fois symbolique et mercantile. La critique légitime, je l'ai encore dit. Je m'attarde à expliquer un champ nommé précédemment comme territoire des instances médiatiques. Bourdieu, lui, parle plus précisément du champ journalistique. Nous modifions quelque peu le concept de ce champ en ne nous limitant pas seulement aux critiques des médias de masse imprimés ou de la télévision. Nous préférons inclure tout dispositif médiatique où il se trouve une critique qui sera accessible au plus grand nombre. Ainsi, bien sûr, la télévision, la radio, mais Internet tout autant, toutes ces instances étant un dispositif de visibilité pour véhiculer l'information. Ce vaste champ de la critique, nous le nommons le champ des formes médiatiques, qui englobe toutes ces formes. Il est vu par son importance en termes de détenteur de capital de visibilité, source de valeur. Simplifions. En référence un peu à Pierre Bourdieu, en 1996, il y a eu l'apparition de Sur la télévision, suivi de l'emprise du journalisme. On pourrait presque globalement dire l'emprise des médias. Le pouvoir du champ des médias, considérant son dispositif de visibilité, établit une valeur supérieure, pouvoir que possède la critique. Je l'ai dit, je le répète. Le critique, en tant que producteur, offre un produit médiatique, l'essence de son produit se situant dans son rapport avec un type de média. Comprenons-nous bien. Et là, je cite Sonac et Gabdievitch dans ce livre. La nature et la diversité des produits médiatiques sont susceptibles d'exercer une influence non négligeable sur la formation des valeurs de la communauté concernée par la consommation de ces contenus. Donc, une influence sur les valeurs. Et cela change le fonctionnement d'attribution du capital à l'intérieur des autres champs. Comme l'aura vu Bourdieu, veut pas, ce sont les influences externes. Il y a une sorte de démocratisation par l'influence du public sur la reconnaissance des gens qui en font partie. Au niveau du champ littéraire, l'influence externe du marché donne une valeur à l'auteur qui aura su s'attirer le regard d'un grand lectorat,
quelquefois au détriment des exigences internes du champ, qui préconise un art littéraire pur, supposons. Mais la réalité entre la confrontation de l'art littéraire pur et l'art littéraire commercial, comme antagonisme, est en mouvement depuis les études de Bourdieu et de son livre de la genèse des structures du champ littéraire, dans le principe où ce n'est pas nécessairement les œuvres populaires qui obtiennent le plus de visibilité dans les espaces critiques. Si l'on se fie par exemple aux propos de Louise Tremblay d'Essiambre, même auteur de romans historiques très populaires, dans Le Devoir récemment, elle a publié, elle disait « Le roman historique n'intéresse pas les critiques littéraires », je la cite, « Pourquoi ne vous voit-on pas à Tout le monde en parle? Pourquoi n'êtes-vous jamais dans les émissions littéraires? Me demande-t-on. » Donc, on voit qu'il y a toujours ce jeu, le populaire. Quelle est la place du populaire dans les critiques? Ils n'ont pas nécessairement plus de visibilité. Ça joue, bien sûr, ça joue. Nous pensons qu'ici s'impose la problématique des nouvelles formes de production littéraire de la culture de l'écran, intégrant le multimédia. Autant ces écrivains luttent pour une légitimation de leur production dans le champ littéraire et universitaire, autant ils luttent pour une visibilité critique à l'intérieur du champ des formes médiatiques, mais les champs des formes médiatiques de masse. Certes, les écrivains de l'hypermédia utilisent présentement leur propre forme de médiatisation et possèdent leur communauté sur Internet, bien évidemment, mais n'ont pas encore accédé à la télévision ou à la radio pour obtenir une visibilité plus diversifiée. Ils ont un marché, ils ont leur marché de niche, un peu comme Yann disait, qui n'obéit pas les mêmes lois du marché, qui ne sont pas nécessairement ils ont leurs lois, mais les grandes entreprises médiatiques ont de la difficulté, on dirait, à les intégrer dans leur médiation, dans leur processus de médiation, parce que c'est peut-être moins encore source de revenus valable. La spécificité des enjeux de la visibilité des œuvres numériques et de leur auteur constitue une question en soi et autre que celle que j'ai abordée pour cette étude. Elle fait du moins partie de mon chemin. À qui s'intéressera de droit en parlera, la question devra s'orienter sur la mesure de la reconnaissance qu'ont également les lecteurs pour les écrivains des textes hypermédiatiques en particulier, et non pas seulement pour l'œuvre seulement. Je veux dire, oui, il y a l'œuvre sur l'Internet et tout, mais quand sait-on de ces auteurs et comment ont-ils de visibilité? Il faut toujours ne pas perdre de vue l'écrivain ici. En réaction devant ce que Nathalie Heineck affirme par rapport au fait que les écrivains voient dans la visibilité de leur posture d'auteur une antivaleur, c'est-à-dire les effets d'une perte de la reconnaissance symbolique d'excellence de leur écriture, je propose une nuance de son hypothèse en regard de la réalité culturelle au Québec. Je veux dire, pour citer Heineck, elle dit « Les écrivains sont déchirés. D'un côté, chacun rêve d'avoir sa photo dans les pages littéraires d'un journal ou d'un magazine, voire d'être invité à la télévision, car sans ces marques de reconnaissance, l'on est condamné à l'obscurité. De l'autre, chacun redoute cette épreuve, d'abord parce qu'on craint une mauvaise prestation, ensuite parce que la reconnaissance du grand public, mettre un visage sur un nom, n'est pas la bonne monnaie de la reconnaissance littéraire. Confirmer la valeur de l'œuvre, laquelle doit passer par l'approbation des pairs et des spécialistes. » C'est ce que Nathalie Heineck dit. Cela paraît dérogatoire, voire rétrograde, que de parler d'antivaleur de la visibilité en continuant de baser une réflexion sur sa valeur avec le présupposé que la critique savante refuse le caractère déterminant de la visibilité et de sa force de légitimité. L'étude sur la visibilité de la littérature hors de la sphère universitaire du Québec n'est pas à questionner. Nous n'avons qu'à citer des exemples tels que la journée d'études qu'il y a eu hors les murs, perspectives décentrées sur la littérature québécoise contemporaine organisée par le CRIC l'année dernière, le 18 octobre 2013, qui s'intéressait justement à ce sujet, quoique l'étude se soit concentrée plutôt sur la façon dont la littérature était définie par le tout monde plutôt que comment elle était véhiculée. Mais il y a cette visibilité. Poursuivons la question. Cette attention de la critique savante universitaire au Québec sur la visibilité de la littérature est une problématique valable et en processus d'étude,
Qu'en est-il du rapport de cette visibilité réelle avec la conscience du public? Comment le public a conscience de cette visibilité-là? Et que reste-t-il de l'écrivain dans tout ce discours? Disparaît-il sous le couvert de la vie littéraire québécoise, prise par toutes ces figures ou ces lieux? Ce sont des points interrogés, mais ne perdons pas de vue l'écrivain et sa position. Heinick parle à partir d'une certaine tradition de la culture savante. Porter un discours sur l'essence de la valeur s'articule par l'entremise de plusieurs causes. C'est dire qu'il faut se mettre dans le contexte particulier de la médiatisation de la littérature québécoise en ce qui nous concerne. C'est la cause littéraire québécoise qui détermine la conséquence d'une valeur particulière de sa visibilité dans les médias. Avec humilité, nous ne comparerons pas la réalité de la vie littéraire au Québec avec la culture littéraire francophone d'Europe. Cela pourrait certainement apporter des conclusions similaires dans un contexte d'une réalité culturelle occidentale élargie, qu'elle soit européenne ou francophone d'Amérique. Nous ne dévoilons rien en avançant que la figure de l'écrivain n'obtient pas le plus gros bouquet de mariage de la part des médias. Oui, l'information culturelle obtient peut-être de jolies marguerites, mais les grosses roses sont offertes beaucoup au fait d'actualité. Le contexte socio-géographique de la production littéraire québécoise au sujet de sa présence dans les médias importe d'être défini et souligné. La valeur de la visibilité au Québec pour les écrivains s'envisage avec une essence empreinte moins d'un caractère négatif que d'un opportunisme sain, soit une valeur à prendre plutôt qu'à rejeter à cause de sa rareté. Selon Anthony Glenner, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'histoire de l'édition et la sociologie littéraire à l'Université de Sherbrooke, il affirme dans une entrevue avec Stéphane Barrière-Jean du Devoir, l'écrivain doit-il être public? L'écrivain doit devenir le communicateur de sa propre œuvre. L'entretien, c'est dans le cadre de justement l'écrivain doit-il être public, portrait d'auteur en marchand de feuilles, qui a paru le 5 avril dernier dans Le Devoir, signé Stéphane Barrière-Jean. Dany Laferrière est, selon lui, le modèle parfait de l'écrivain public. Il incarne une littérature, dit-il, à la fois exigeante et accessible, jouant avec le code du champ littéraire où il incarne, d'une part, la littérature pure reconnue par ses pairs, immortel qu'il est, en maniant d'autre part une littérature qui vend bien. Ainsi, la critique institutionnelle qui pourrait s'établir pour les écrivains ayant une trop forte visibilité médiatique, par exemple en rangeant ceux-ci au rang de simples acteurs de best-sellerisation du marché, ne s'applique pas avec un regard a priori négatif, avec autant que dans un milieu où la littérature bénéficie d'une mesure équivalente d'espace médiatique avec les autres domaines de production dans la société. Il y eut, avec l'avancée de l'influence des médias, la progression du phénomène de vedettariat touchant la figure de l'écrivain au Québec, partout dans le monde. Cela fait partie du processus de démarcation vis-à-vis de ses pairs et du désir, joint d'une nécessité de vendre son œuvre, mais il y a des risques. Micheline Cambron affirme, je le cite, « Le grand paradoxe, c'est évidemment que cette enflure médiatique du littérateur va de pair avec une contraction de la place de la littérature dans les médias. Finalement, la grande sélection darwinienne ne profite qu'à quelques individus, le 1% des lettres. Les autres, pour beaucoup, tâchent de jouer le même jeu sans y arriver. » Elle intervenait également dans l'article de Stéphane Barrière-Jean. Il n'est donc pas rare de voir toujours les mêmes dans les médias, sur les plateaux de télévision ou dans les journaux. Les écrivains vedettes, que je pourrais dire qu'on dit, les écrivains de première ligne, quelquefois, on dit également ça, je l'ai vu, David Bélanger en parle dans son blog, il y a un excellent billet là-dessus. Donc, c'est des écrivains que l'on voit. Devient-on vedette par choix seulement? Sûrement pas. L'obtention d'une visibilité dans les médias ne provient pas d'un acte purement intentionnel de l'écrivain. Il accomplit une part du chemin, disons qu'il se prédispose à se singulariser. Ce vedettariat, dont certains verraient péjorativement et d'autres par vanité voudront plus que tout au sacrifice de leur écriture, est le prix à payer, le risque à prendre. Au Québec, le capital de visibilité est perçu comme une antivaleur
Dans la mesure où le pouvoir de visibilité que détient le champ médiatique n'offre pas une critique à la juste mesure de la qualité des œuvres littéraires. Ce que j'appelle critique à la juste mesure, nous devons l'entendre tel que Hannah Arendt le développa dans son essai « La crise de la culture », en nommant goût la qualité de l'homme par laquelle la culture trouve sa véritable expression. Arendt se base sur la critique du jugement de Kant pour en venir à une définition du jugement qui repose sur un accord potentiel avec autrui, dit-il. Le jugement doit inclure l'autre, le monde, pour être valide. La critique, pour être valable en tant qu'activité culturelle, doit donc comprendre une action de jugement de goût soumise à des débats. Ceci étant le phénomène de discussion, bien sûr, de soi avec l'autre dans un processus de persuasion. Nous sommes d'accord au fait qu'il existe la diffusion d'une critique scientifique de la littérature québécoise. Certaines revues savantes donnant toujours l'occasion de pénétrer plus en amont dans la réflexion littéraire des œuvres. On pense à Voix-Images, Lettres québécoises, Tangence, Spirale, bref, etc. Mais ces instances de médiation ne rencontrent malheureusement qu'un public restreint, en majorité provenant des cercles universitaires, ou en tout cas une niche. D'autre part, il existe une place à la critique littéraire dans les grands journaux comme Le Devoir, le Journal de Montréal, des carnets thématiques les fins de semaine, la presse ou encore Voir, mais que de façon fragmentaire et ne laissant pas de place à une grande diversité de voix au final. La diversité se trouve bien évidemment sur le web. Blogs, commentaires, groupes de discussion de textes et d'opinions. La démocratisation des voix qu'offre le numérique intervient dans la transmission d'informations. L'accessibilité à toute critique, aussi spécialisée ou amatrice qu'elle peut être, nous confronte de manière plus directe à la nécessité d'une réflexion devant l'information que nous lisons. Tout le monde peut critiquer. L'écrivain, ici, doit également rester au fait de ce qui se dit sur son livre via ses multiples interfaces, qui sont bien sûr beaucoup plus dynamiques qu'un simple papier journal. Il doit saisir la diversité de l'offre médiatique. Son œuvre, vis-à-vis des autres publications présentes sur les sites de vente de livres ou dans les chroniques culturelles. Cette visibilité devient de plus en plus importante vu la hausse des achats de livres via Internet. L'écrivain doit saisir la nature des commentaires sur son œuvre pour saisir le pouls de la réception. Nous assistons même à une présence de l'écrivain dans le mouvement de cette réception, puisque si démocratisation de la critique il y a, c'est que celle-ci entend également englober la figure de l'auteur comme un individu ayant droit à l'action numérique, à l'instar de ses pairs. Il n'est donc plus rare de voir les auteurs, bien sûr, sur les médias sociaux, blogs, Facebook, bon, ils font leur propre souvent publicité et ils interagissent avec les lecteurs. Mais comme le dit c'est-à-dire Gabziewicz et Sonac, c'est précisément la question de la nature de l'information véhiculée qui se problématise. Si l'information passe par ces nouveaux médias, c'est, suivant ce qu'ils disent, la diversité et la qualité des contenus médiatiques qui sont devenus des questions essentielles pour notre société, pour notre culture littéraire. En outre, à l'intérieur de cette certaine présence médiatique d'une critique journalistique dans les grands médias, ce qu'il manque surtout, ce sont les débats. Les débats que la critique engendre pour qu'elle puisse devenir affaire de démocratie véritable. Un débat qui donne une discussion où la visibilité n'est plus seulement une image promotionnelle, mais bien plutôt image réflexive. Au-delà du « j'ai vu, lu et bravo » à « j'ai vu, lu ton opinion et voici ce que moi j'en pense ». Dans son récent ouvrage « Métier critique » paru en 2014 aux éditions Septentrion, l'auteur Catherine Voyer-Léger nous offre un panorama actuel de la situation québécoise de la critique culturelle, approfondissant les divers aspects du métier au travers des multiples acteurs et espaces où celle-ci se déploie. Le problème qui apparaît, c'est que même à l'intérieur de la certaine visibilité que les médias offrent, celui-ci n'a pas de véritable valeur symbolique dans le champ de production de la littérature, étant donné l'appauvrissement de la critique qui se développe sur les livres, justement, et sur les écrivains. C'est une visibilité vide de substance, pourrions-nous dire, savante, telle que Annick l'entend, qui ne présente qu'une image dans sa prime représentation, c'est-à-dire le seul fait de voir l'auteur ou voir le livre. Comme nous, Voyer-Léger s'intéresse aux grands médias écrits et aux médias électroniques, télévision, radio. Elle constate ainsi avec désolation
que, dit-elle, la critique dans les médias électroniques, surtout la télévision, vit une lente agonie. Elle en vient à cette conclusion. Ce qui n'est pas peu dire, étant donné la grande puissance que possèdent ces médias comme créateurs de visibilité pour les écrivains. À ici Radio-Canada Télé, poursuit-elle, il n'y a plus d'émission culturelle qui fait place à la critique depuis la fin de 6 dans la Cité en 2011. Il reste quelques espaces critiques ici et là dans certaines émissions, et moi je pense, posons à Lire sur RTV ou à Bazo Télé où est-ce qu'il y a un panel de gens qui critiquent des livres sur Télé-Québec, mais pour l'essentiel, et je poursuis sur ce que Catherine Voyer-Léger dit, la culture est remise entre les mains des chroniqueurs culturels généralistes qu'on entend dans la plupart des émissions d'information ou d'affaires publiques. Bon, tout n'est pas perdu. Je pense à Rature Élie sur Internet, qui allie un nouveau média. C'est bien ça, c'est un nouveau média, Internet, et une discussion où les auteurs sont présents. Donc, on a également la figure de l'auteur et la figure du livre dans un échange. Mais là encore, qui connaît cette production et quel est son taux de visibilité? Ça se questionne. Je veux dire, 828 j'aime sur Facebook de la page Rature Élie, comparativement à 6510 pour Lire, ou La Presse, environ 238 000. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup moins de personnes qui voient encore cette visibilité-là et qui pourtant offrent une critique visible. Nous sommes d'accord. Mais cela d'une certaine façon. Nous n'allons pas souvent, c'est ça, nous n'allons pas plus loin que l'image, la perception, le fait d'en parler pour dévoiler. Le champ littéraire ne se développe pas en soi pour lui, mais bien pour l'économie du marché, parce qu'il doit y avoir une médiation pour que des œuvres se vendent. Ainsi donc, dans la circularité de ce beigne à consommation calorifique vide, il peut y survenir une perte de valeur dans la production des œuvres. Attention, que devient-il nécessaire pour l'écrivain? Mais la question se pose. Écrire un texte qui portera une attention particulière aux enjeux d'une pureté de l'art littéraire dans un contexte contemporain, ou, tu sais, écrire un texte qui, supposons, va attiser plus le commun, le consensus, et qui va plus vendre, qui sera déjà vu, ce sera une réplique du déjà vu peut-être, mais du déjà vu qui vend. Mais surtout, devant le besoin d'obtenir de la visibilité, à quelle force l'écrivain doit-il se mesurer pour se positionner avec pouvoir devant la force du médiatique? Un certain vedettarial l'attend. La visibilité vient avec la conséquence d'une présence qui est celle de se montrer, de se compromettre. Et en suivant la logique de Heineck, il doit notamment se singulariser, peut-être même se mettre en scène. Et là, on épargne la société du spectacle et tout, là, mais il y a quand même une mise en scène de l'écrivain dans sa posture. Ne serait-ce qu'une publicité de soi, et ce, véritablement au détriment de son œuvre. Comme le dit Voyer-Léger, qui dira non aux séries d'entrevues qui vont si vite qu'elles obligent à sortir une cassette? Qui refusera la photo un peu artificielle qu'on lui propose pour illustrer le propos de sa dernière œuvre? Qui refusera de répondre à une question sur la base du fait qu'elle n'est pas pertinente et qu'elle ne porte pas sur le travail artistique? En omettant le discours de l'écrivain, l'autre plus grande action que sur la nature du jugement sur la littérature, c'est la critique légitime qui l'accomplit. Et dans ce vaste champ des formes de médiation, il importe que les agents exercent une pratique qui, non seulement les mettront eux aussi dans une situation de gain de valeur, puisqu'ils seront ainsi reconnus sur leur propre valeur symbolique dans leur champ, la critique reconnue, disons, mais également bonifieront la valeur du champ de la production littéraire avec les débats de jugement. Catherine Voyer-Léger nomme cet aspect du travail des critiques comme un rôle de chien de garde, qui met en perspective l'opinion des lecteurs des journaux et des lecteurs de livres. Il s'agit d'un contrôle des abus de cette visibilité. Ce n'est pas l'idée d'une critique porteuse de vérité, mais plutôt celle qui vise à briser certaines unanimités, dit-elle, ou certains engouements pour montrer que ce qui est posé comme riche et novateur n'est à l'occasion, en fait pas si intéressant que ça si on le replace dans l'histoire ou dans un contexte plus large, ici le champ de la production littéraire. La critique a un rôle plus précis qui veut positionner l'œuvre, ajoute-t-elle. Donc, elle parle de la position de l'auteur presque, de la position de l'œuvre en fait, mais c'est qui agit nécessairement aussi sur la position de l'auteur, ce qui rend tout le sens à la valeur que peut présenter le capital de visibilité des médias. Un mot sur la critique des médias de masse concernant les productions hypermédiatiques.
elle se montre absente puisque la critique doit se constituer à partir de référents. Les œuvres littéraires numériques constituent un corpus encore restreint et fragile pour que nous puissions être en mesure de porter un jugement pouvant les positionner à l'intérieur du champ littéraire. Howard S. Becker, sociologue américain, écrivait dans le livre intitulé Les mondes de l'art publié en 1988, il écrivait que lorsque les théories existantes n'homologuent pas les œuvres concernées, il faut élaborer une nouvelle esthétique, un nouveau style de critique, bien sûr, et énoncer des nouveaux critères de jugement. Donc, ils font face à... c'est établir, en fait, les frontières du champ. Ce qui s'applique bien évidemment à l'art visuel, parce que lui, c'était à l'art visuel qui s'intéressait. Ça s'applique tout autant à la littérature, qui produit également des œuvres numériques qui deviennent de plus problématiques à critiquer, justement parce qu'il y a eu le développement de nouveaux référents. Il faut envisager ainsi qu'une critique valable et d'autant plus visible envers les productions littéraires issues de la culture de l'écran est un chemin qui se laboure et ne sera senti facilement accessible qu'au moment où un consensus théorique disposera ne serait-ce d'une stabilité de frontière de ce champ, dirons-nous un beau pavé uni pour qu'on puisse bien circuler, au détriment de ne pouvoir les inclure toujours de manière instable dans le champ littéraire actuel. C'est instable, on veut les inclure, mais ça demeure instable. On a vu tantôt une petite prise de... Encore une fois, on voyait comment on peut dire, comment on peut parler de post-poésie, performance, des choses comme ça, c'est l'instabilité. Je veux pas m'étendre sur le sujet, je vais en venir avec les points clés et présenter un peu une conclusion. J'ai voulu parler de la valeur de la visibilité produite par les médias en relevant sa participation sur le capital symbolique et économique de l'écrivain. J'ai abordé l'essence de cette valeur en questionnant ce sur quoi elle se constitue principalement, c'est-à-dire les discours critiques véhiculés au sein de cette médiation. La question sur ces discours s'articule dans le contexte sociologique et médiatique du Québec. J'ai minimisé et nuancé la dichotomie entre positif et négatif que l'on peut facilement appliquer à ce capital détenu par les écrivains si l'on reste dans l'antagonisme de l'art littéraire pur versus l'art littéraire commercial. L'écrivain visible au Québec n'est pas nécessairement celui qui minera le champ littéraire. Sa visibilité participe également au développement de la littérature. Elle ne se montre pas tant négative pour l'écrivain que risquée. Si nous voulons parler d'antivaleur de la visibilité, c'est que la question de son essence nous a mené vers la crainte de voir une prédominance pour l'aspect économique du pouvoir médiatique au détriment de la qualité critique. Nous y verrions alors une visibilité soumise à la simple publicité pour servir non pas le symbolique du champ littéraire, mais l'économie. Voyer Léger parle d'une responsabilité qui relève de tous les agents, de l'écrivain au critique, en passant par les détenteurs des diverses plateformes médiatiques, les chefs de pupitre des journaux, les éditeurs, les directeurs de programmes télévisuels, etc. Il faut d'ailleurs porter une attention pour ce qui a trait à la légitimité de la critique des plateformes web, ces fameux blogs, ou ces fameux gens qui se disent critiques, la vaste interaction également des opinions qui se passent sur le web, qui deviendra nécessairement de plus en plus importante. Et je vais juste terminer avec une analogie liée à une imagerie militaire. En fait, c'est de mise, on fête en plus des 100 ans de la Première Guerre mondiale. Au camp de base, c'est le brouillard et il faut voir. Trouver une stratégie d'équilibre entre les intérêts monétaires et les intérêts symboliques pour le public et l'écrivain. Ce travail des intérêts repose entre les mains des patrons des grands médias, des grandes institutions médiatiques, qui, dirons-nous, disposent de la carte, comme des grands généraux. C'est le territoire que nous avons, comme quand on voit une belle carte, là, un beau territoire, où les luttes ont lieu. Trouver une stratégie pour l'équilibre dans la protection des journalistes et les critiques face aux influences extérieures sur leur travail, pour ne pas en venir à une offre de services de publicistes en confrontation avec la véritable valeur de leur rôle de médiateur, c'est sur la carte comprendre les enjeux et agir avec le territoire, comprendre les champs, comprendre les forêts, comprendre les cours d'eau. Et bien sûr que tout cela reste stratégique.
Les figures et les forces armées, ce sont évidemment les écrivains et leur responsabilité. Sûrement la plus importante, de savoir prendre des risques dans l'affrontement, de risquer la visibilité pour défendre légitimement un territoire pour la critique, c'est-à-dire la revaloriser et la diversifier par la conquête sur ce territoire des médias avec des espaces médiatiques donnés à la culture. Voyez Léger dit par conviction démocratique, il faut que le milieu artistique se mouille à nourrir une bête qui lui mordra la main de temps en temps, mais c'est sa responsabilité. Lui, l'écrivain, ne doit rien perdre de vue. À bonne mire, se dit-il, bon tir. Je tiens la citation dans le film Le Patriot avec Mel Gibson, souvent il dit ça. À bonne mire, bon tir. Et qu'en est-il de l'artillerie lourde qui creuse à coups d'obus de larges espaces visibles sur le terrain? Eh bien, nous pourrions presque dire que ce sont les prix littéraires de gros canons que je n'ai pas abordé dans ma réflexion, mais que tout le monde connaît, que ça fait partie du processus. Ceux et celles qui s'intéressent à cette machinerie, c'est toujours un sujet d'actualité. Et je ne veux pas quand on touche la visibilité, il faut également parler des prix. Enfin bref, cela demeure toujours un combat. Et l'écrivain est aux premières lignes, vraiment, et il risque cette visibilité. Alors, ça a été... C'est ce que je voulais vous apporter. Bien sûr, j'ai ouvert beaucoup de questions, j'ai dit beaucoup de choses sur la critique, mais bien sûr, ça ouvre à la discussion. C'est une question qui, selon moi, est de plus en plus d'actualité.